Bonsoir, Omar, vendeur dans la vie active. Ma question est, s'agit-il vraiment des crises migratoires ou plutôt il faut parler d'une crise des frontières? Jean-François Corti a parlé de la complexité d'obtenir un visa humanitaire. Je pense qu'il a raison et je pense que ma trajectoire personnelle en tant qu'immigré en servirait d'exemple. Et mon expérience personnelle pourrait faire un livre à ce sujet. Parce qu'il y a 10 ans, il a parlé par exemple de 15 000 morts sur le bras de mer qui sépare Anjouan et Mayotte. Moi, je suis d'origine comorien et il y a 6 ans, j'aurais pu être parmi ceux qui ont été comptés là aujourd'hui. Donc voilà, est-ce qu'il faut plutôt parler de crise migratoire ou plutôt il y a une crise des frontières? Parce qu'il y a ce qu'il a parlé, Jean-François Corti, la complexité d'obtenir un visa, ne serait-ce qu'un visa humanitaire ou un visa pour aller visiter de la famille, en fait. Donc voilà, c'est ça ma question. Vous voulez dire que les frontières font plus de morts que les crises? Peut-être. Jean-François Corti, vous souhaitez... On va prendre d'autres interventions dans la salle. Derrière Omar, mesdames, il y a des mains qui se lèvent. Bonsoir, Flore Gubert, je suis chercheur à l'IRD. Je pense qu'en 2015, j'ai dû assister à une quinzaine, ou pour ne pas dire même une vingtaine de conférences tournant autour du sujet des migrations, des réfugiés, etc. Et j'ai une question qui me taraude, que je voudrais partager avec vous. Dans les années 80, les sentiments anti-immigration sont apparus. Dans un contexte où finalement on ne connaissait pas grand-chose des migrations, on n'avait pas beaucoup de chiffres sur l'ampleur des migrations d'une part, sur le poids que pouvaient faire peser les migrants sur les économies des pays d'accueil. Et finalement, on s'arrêtait à une perception qui était relativement négative dans un contexte de crise. Bon, très bien. Aujourd'hui, les choses ont bien changé, en grande partie grâce aux efforts de l'OCDE et d'autres institutions internationales. On a maintenant des éléments factuels très précis sur l'ampleur de la migration, sur le fait que les migrants, au fond, sont plutôt une contribution positive pour les pays d'accueil, sont souvent aussi une contribution positive pour les pays d'origine. On sait aussi que, finalement, en termes relatifs, la migration reste constante en volume, même si de façon, disons, conjoncturelle, il peut y avoir des petites augmentations. On sait enfin que plus les migrants ont des droits et plus leurs contributions, tant pour les pays d'accueil que pour les pays d'origine, sont importantes. Donc au final, les conclusions de la plupart des travaux sont globalement très positives sur la migration. Et pourtant, ce discours-là n'est pas entendu. Toutes les conférences auxquelles j'ai assisté, finalement, arrivent à ces conclusions qui sont globalement positives. Alors, la question que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce qui fait que ces conclusions ne sont pas audibles, manifestement, et qu'on reste sur des positions qui restent extrêmement tranchées en défaveur de la migration, et que nous, pays européens, on refuse de prendre notre part dans ce devoir moral d'accueil, et que finalement on est bien content qu'il y ait des pays tampons qui, pourtant bien moins dotés, bien moins riches, se retrouvent avec des millions de réfugiés, quand nous, si on prend le cas de la France, on est allé très généreux avec un quota de 30 000 personnes. Oui. Voilà. Donc vous faites allusion notamment à toutes les théories de l'appel d'air, qui sont très largement reprises par les politiques, dans les médias par exemple. C'est ce que vous voulez dire finalement sur ces sentiments anti-immigration. Pas seulement. Qu'est-ce qui fait qu'en dépit du fait qu'on est aujourd'hui avec beaucoup de travaux qui sont assez convergents pour dire que la contribution de la migration, tant pour les pays d'accueil que pour les pays d'origine, est positive, qu'est-ce qui fait qu'on reste comme ça avec cette frilosité ? C'est pas relayé ni dans le discours politique ni dans les opinions. Ouais. Qui veut répondre à ça et puis ensuite on repart dans la salle. Je ne vais pas répondre à cette question directement parce que, comme l'intervenante l'a dit, ça fait 20 réunions que vous faites et il n'y a pas eu de réponse chaque fois, donc je ne pense pas que je vais apporter la réponse aujourd'hui parce que c'est une réponse
compliqué. Ce que je sais en revanche, c'est qu'effectivement, les discours fondés sur la peur sont toujours très présents dans les discours politiques, de droite comme de gauche, en France ou en Europe, qu'ils s'appuient beaucoup sur des mythes. Hein. Tous les débats autour de l'aide médicale d'État en France, ils sont totalement délirants, même si on a des rapports qui montrent que c'est moins de 6% de la migration qui se fait pour des raisons thérapeutiques, que c'est pas parce qu'on a un système de santé solidaire que tous les malades du monde vont venir se faire soigner chez nous, à faire des chirurgies esthétiques en provenance du Sud-Soudan. On est obligé de batailler pour que l'AME survive et qu'il n'y ait pas de ticket d'entrée à 30 €, je ne sais combien, pour que des personnes en survie puissent se soigner. Donc on est dans cette réalité-là qui mélange à la fois du marketing politique, une crise économique, des peurs multiples. Ce qui est sûr, c'est que moi je suis très clair sur ça. Aujourd'hui, lorsque la puissance publique ne répond pas de manière adaptée à la situation à Calais et Dunkerque, non seulement elle laisse des personnes en danger, des femmes, des enfants exposés au risque de la vie dehors avec toutes les morbimortalités qu'on connaît. Ça, c'est la première chose, mais elle renvoie aussi le fait d'une impuissance claire qui fait que des Calaisiens peuvent légitimement être insatisfaits d'avoir devant chez eux des gens qui vont chercher à bouffer, qui vont parfois être agressifs, parce qu'il y a souvent des violences entre communautés pour occuper des espaces de passage, des violences entre les migrants et les policiers, parce que d'un côté, il y a des personnes en survie qui veulent absolument partir, et de l'autre côté, des personnes... des policiers à qui on demande de limiter les mouvements. Bref, tout un faisceau de violence qui fait que quand on est calaisien, on peut être légitimement mécontent de la situation présente aujourd'hui à Calais. Et des politiques de pourrissement d'une certaine façon. Et donc l'inaction, c'est mauvais pour tout le monde, pour la santé des plus précaires comme pour le débat politique, la démocratie et la mise en perspective des pensées les plus radicales, parce que les partis traditionnels ne répondent pas à des besoins concrets. Donc l'inaction politique aujourd'hui, c'est aussi la manière d'entretenir des pensées péjoratives sur les migrants. Alors on a parlé des migrants extra-européens, mais les migrants communautaires, je pense aux Roms, on pourrait en débattre des heures sur les morbimortalités, sur les espérances de vie qui sont 20 à 30 ans moins inférieures à l'espérance de vie des Français pour les Roms qui bien souvent vivent depuis de nombreuses années en France. Et lorsque l'on laisse des situations pourrir, eh bien, on renvoie aussi l'image et on entretient des mythes, comme quoi les Roms aiment vivre dans des bidonvilles, ils n'aiment pas se faire soigner, ils sont dans des médecines parallèles d'une autre époque. Voilà, donc l'inaction, ça entretient des mythes, et ça met les gens en danger, et ça favorise l'émergence de pensées les plus radicales. Et ça, c'est une erreur politique fondamentale de mon point de vue aujourd'hui, notamment en France, mais aussi en Europe. Merci pour cet élément de réponse. On repart dans le public, sauf si vraiment vous souhaitez apporter les experts d'autres éléments de réponse, mais il y a tellement de mains qui se lèvent. Alors, est-ce que de ce côté-là, il y avait madame aussi, je crois, et ensuite nous partons ici. Oui. Lynn Rifaille, France 24. Juste un élément pour répondre à votre question, Fleur Gubert aussi. Donc, d'un point de vue de journaliste et d'un point de vue des médias, ce qu'il manque aussi, à mon sens, c'est une plus grande médiatisation de ces études, une simplification de ces études et une plus grande présence des chercheurs, peut-être qui puissent expliquer leurs recherches d'une manière plus simple pour le commun des mortels et une plus grande tribune pour ces chercheurs dans les médias. Et cela manque avec des possibilités de les illustrer dans les médias. Voilà, tout à fait. Ce que vous avez beaucoup de difficultés à faire en tant que journaliste. D'accord. Merci beaucoup pour cet élément. Je voulais juste poser ma question. Donc, vous avez parlé, et on a parlé de la contribution économique des migrants et de leur intégration socio-économique. La question qui se pose aujourd'hui, notamment dans le cas de l'Allemagne, c'est de la contribution à moyen terme des migrants pour faire face au vieillissement de la population. Donc, peut-être l'OCDE pourrait répondre à cette question. Dans quelle mesure, à moyen terme, attend-on un impact positif pour faire face au vieillissement de la population ? Merci. Théodora Xenoyanni, rapidement, s'il vous plaît. Oui, très rapidement. Merci. Donc, il y a une étude qui est sortie en septembre 2014 de l'OCDE avec la Commission européenne qui regarde dans un de ses chapitres précisément cette question, quel est le rôle des migrations pour, au vieillissement de la population dans tous les pays de l'OCDE et après l'Europe versus les États-Unis, etc. Donc, effectivement, ils ont un rôle à jouer, mais ce n'est pas la solution à moyenne, voire à long terme. Les migrants aussi vieillissent et ils en ont moins d'enfants qu'ils en avaient dans le passé. Donc, c'est certainement pas la solution, mais ils peuvent
quand même combler quelques besoins à court terme. J'aimerais juste s'appuyer sur la réponse qu'elle a donnée. Très rapidement. Hein. Oui, donc c'est effectivement ça. Je crois que ce qui manque, la réponse à Flore, je ne sais pas si c'est la réponse, mais c'est un élément des réponses. C'est ça, c'est la traduction des résultats un peu plus techniques des chercheurs vers un public qui ne peut pas comprendre forcément ces résultats techniques et qui ont besoin de les entendre avec des mots simples. Et avec des situations concrètes, surtout. Voilà. Et aussi, il faut aussi qu'on tienne en compte le fait qu'on est actuellement, au moins en Europe, dans une situation de post-crise économique. Donc des situations qui créent un terrain défavorable et qu'il faut, c'est même plus en ce moment, le moment pour parler et de façon assez simple pour expliquer que ce n'est pas les migrants qui ont pris le boulot des natifs. Oui, parce que la courbe du chômage, ça, les gens la comprennent très très vite. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir des tableaux Excel complexes. Donc il faudra, surtout à ce moment qui est compliqué, pour d'autres pays plus et pour d'autres pays moins, mais qui est quand même compliqué, il faudra, et c'est le rôle qu'essaye de jouer l'OCDE parfois, avec encore des tableaux trop techniques. Monsieur. Bonsoir madame. Je suis membre du conseil scientifique d'orientation d'une société de logement à Yerevan en Arménie. Je suis de nationalité française. Je pense à l'exemple des situations que j'ai pu fréquenter en Arménie et je voudrais poser 2 ou 3 questions peut-être un peu inconvenantes à propos des moyens et de ce qui pourrait être fait. Et il y a plusieurs institutions financières extrêmement efficaces en Europe comme le KfW allemand, la CDC et la Banque européenne d'investissement. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre un certain nombre d'initiatives financières, en particulier tendant à regrouper l'épargne disponible, tendant à organiser un tant soit peu les flux financiers, y compris ceux qui sont les plus douteux, et est-ce qu'on ne pourrait pas prendre un certain nombre d'initiatives qui permettraient par exemple de stabiliser, d'organiser un minimum d'épargne, de flux financiers au bénéfice des migrants? On pourrait imaginer, je suis dans le rôle de Tintin, dans Tintin et Milou, pourquoi pas une sorte de livret, de dépôt qui permettrait par exemple à un certain nombre de personnes de domicilier leur épargne. Quand il y a eu la réunification entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest a immédiatement ouvert une possibilité de financement pour les personnes de l'Est. C'est la première remarque. La deuxième remarque, moi je suis très surpris de voir ce qu'on ne sait pas. Il y a ici beaucoup d'experts, de personnes qui savent beaucoup de choses, mais par exemple sur Grande-Synthe, les articles qui évoquent Grande-Synthe ne datent pas de beaucoup plus que de quelques semaines. Et un grand journal parisien qui sort le soir a titré sur Grande-Synthe il y a quoi, 4 jours, 5 jours? Bon, moi j'ai beaucoup travaillé dans le Nord-Pas-de-Calais, j'ai beaucoup travaillé à Calais, je savais pour Calais, je ne savais pas pour Grande-Synthe. Est-ce qu'on ne pourrait pas, j'apprécie beaucoup vos documents, vos statistiques, etc., est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des retours d'expérience sur ce qui s'est passé ces derniers temps en Suède, où par exemple la Suède est en train de resserrer les relations, les possibilités de transport entre le Danemark et la Suède? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des retours d'expérience sur ce qui se passe en Allemagne? Et est-ce qu'on ne pourrait pas, à partir de cela, ça m'intéresse beaucoup ce qui se passe au Niger, ce qui se passe dans le Sahel, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une réflexion, un focus sur ces aspects-là, simplement en Europe? Enfin, on parle beaucoup du plan Juncker. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un avenant au plan Juncker? Est-ce qu'on ne pourrait pas, alors que les flux financiers, les marchés financiers, les opérateurs financiers marchent si bien en Europe, alors que du point de vue de l'unification des marchés, de la circulation des personnes, beaucoup a été fait, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un peu plus? Et enfin, dernière chose, est-ce qu'on ne pourrait pas mobiliser ou essayer de mobiliser beaucoup plus les collectivités locales, comme cela avait été fait dans les grands plans de reconstruction de l'Europe, les personnes déplacées, où en particulier on s'était beaucoup appuyé sur le secteur coopératif. Toute une partie de l'Allemagne a été reconstruite avec des coopératives de toutes sortes, une partie de la France aussi. Et est-ce que de ce point de vue-là, on ne pourrait pas mobiliser des allocations de ressources en direction du logement, par exemple par des moyens d'autoconstruction qui permettraient de faire ce qui se fait bien, si j'ai bien compris, par exemple en Jordanie. Pardon d'avoir été un peu long. Merci. On passe la parole à d'autres interventions. Bien sûr, nos intervenants prennent des notes et ensuite interviendront sur les points sur lesquels ils ont envie de réagir. Monsieur, je vous en prie. Le micro arrive tout de suite. Bonsoir, merci. Moi, c'est Adama Pafadnam. Je suis entrepreneur au Mali, d'origine Burkina Faso. J'ai suivi tout ce qui a été dit, mais je me dis que le problème, les crises migratoires ne devraient pas vraiment exister en tant que telles, parce que quand j'écoute et que je vois, ma question va s'adresser surtout aux panélistes, peut-être pas aux humanitaires, parce que souvent on voit aussi qu'ils accomplissent leur mission quelquefois au péril de leur vie. Mais fondamentalement, puisqu'on connaît les causes de ces migrations, de ces crises, si on prend chaque cas, prenons par exemple
les États suivent au sud du Sahara en Afrique. On sait que c'est la malgouvernance, on sait que c'est les pseudo-démocraties qui engendrent cette pauvreté socio-économique et tout. Si on prend le cas de la Libye, on sait que oui, on a contribué à débarrasser un dictateur sans pour autant assurer la relève ou la réorganisation d'une nation en péril. Donc, même si on prend le cas de la Syrie, donc chaque cas, il y a une réponse, il y a une cause qui est connue, donc il devrait avoir une réponse appropriée. Donc ma question donc est-ce que en voyant le cas par exemple de l'Allemagne, est-ce que c'est parce que vraiment l'Allemagne a une population vieillissante que la chancelière a été généreuse? Je ne pense pas forcément. Donc je vais interpeller par exemple l'AfD, il faut interpeller le gouvernement français. La France c'est une grande nation et elle n'a qu'à prendre sa part de responsabilité. À ne pas cautionner les pseudo-démocraties et aussi à être généreuse comme l'Allemagne. Et donc, moi, ma question vraiment fondamentale, est-ce qu'il n'y ait pas, connaissant les causes, est-ce qu'il n'y ait pas vraiment quelque chose que l'humanité ou les Nations Unies et tout l'Occident puissent faire pour que vraiment il y ait une solution durable par rapport à ces crises? Merci. Juste une petite question, monsieur. Vous avez dit que vous étiez entrepreneur. Vous êtes entrepreneur au Burkina, au Mali, ou à cheval sur plusieurs pays, plusieurs continents? J'ai quitté le Burkina, ça fait 17 ans, donc j'y vais de temps en temps, mais bon. D'accord, donc vous êtes entrepreneur en France? Non, au Mali. Au Mali, d'accord. En lien avec quelques entreprises. D'où ma question, je ne sais pas quand il y a combien de temps vous avez fondé votre entreprise et dans quel secteur, mais aujourd'hui, quand certains disent que pour un passage périlleux et coûteux vers l'Europe, on monte une boîte en Afrique, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent cela en tant qu'entrepreneur? Non, moi, de toute façon, j'ai créé mon entreprise en 2008 et pour la petite histoire, quand je suis allé pour la première fois pour demander le visa, je n'ai pas eu de problème. J'ai pas eu de problème pour le visa et j'ai pas de problème. Donc, je ne sais pas si j'ai pas compris. Est-ce que j'ai bien compris votre question? Non, ma question c'était, je ne sais pas avec quel fonds financier vous êtes parvenu à être entrepreneur, chef d'entreprise, si je comprends bien. Vous avez monté une boîte ou pas? Mais on peut créer une entreprise à partir de rien du tout. C'était l'objet de ma question. Rien du tout, peut-être pas, mais... non, on a une vision, je voulais déjà savoir, c'est important. Mais on n'a pas besoin de plusieurs milliers d'euros ou bien de plusieurs millions de francs CFA. Je veux dire que à partir d'un petit fonds et à partir d'une vision ou d'une mission... D'une idée. Voilà, d'une idée importante. Donc pour moins cher qu'un passage vers l'Europe? Pardon? Quelqu'un qui veut quitter l'Afrique subsaharienne par des voies illégales est obligé de payer un passage, on est d'accord, hein. Ça coûte cher. C'est un long voyage. Justement, ces fonds peuvent lui permettre même de créer son entreprise. Voilà, je voulais connaître votre sentiment sur cette assertion. Je ne cautionne pas la migration illégale sous toutes ses formes. Bien sûr, on a bien compris. Je ne cautionne pas. Mais je veux dire que il y a des causes qui sont connues, qui sont... Et pourquoi on n'agit pas sur les causes? Oui, il y a des gens qui sont responsables, que ce soit des gouvernements subsahariens ou que ce soit des Occidentaux. Voilà. On va laisser la parole à d'autres personnes qui souhaitent intervenir. Oui, de ce côté-là, le micro arrive. Monsieur et ensuite votre voisin. Oui. Xavier Godino du mouvement ATD Quart Monde. Je voulais d'abord revenir sur la question qui a été posée concernant les distorsions entre les résultats des travaux de recherche qui montrent le caractère positif des réfugiés et la perception par l'opinion publique. Donc c'est un problème auquel on est fort confronté dans la lutte contre la pauvreté. Et il se trouve qu'on a mené campagne en France pour réfuter les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté avec un certain succès.
dans le sens où on a réussi à publier un livre qui abordait, je crois, 83 questions, enfin 83 idées fausses en essayant de les réfuter à partir justement des travaux de recherche, etc. Et ce livre a eu un certain succès. Je dis ça parce que c'est positif. Mais évidemment, il faudrait faire 10 fois plus dans le contexte actuel pour renverser l'opinion dominante, dont on sait très bien qu'elle est très défavorable aux réfugiés, aux migrants en général. Alors, je voulais aussi poser plusieurs questions. Ma première question, c'est à Monsieur François Rébé-Degas. Vous disiez tout à l'heure qu'une crise de réfugiés, ça dure 18 ans. Est-ce que vous pourriez expliquer plus? Pour vous, ça commence quand? Ça s'arrête quand? Et comment ça se fait qu'il y a 18 ans entre les deux? D'où vient le chiffre, c'est ça? D'où vient le chiffre, voilà. Ma deuxième question s'adresse plus aux institutions comme l'AFD, le HCR. On sait qu'un des problèmes des politiques de développement a été longtemps d'aider davantage ceux qui sont faciles à aider. Et on peut dire que les objectifs du millénaire ont beaucoup renforcé ça. On est aujourd'hui avec les objectifs de développement durable qui ont une logique complètement différente, puisque le leitmotiv, c'est de ne laisser personne de côté. Comment est-ce que vous faites dans les politiques d'aide aux réfugiés pour ne laisser personne de côté? Est-ce que c'est une des attentions que vous avez? Et puis, troisième question, c'est une question très pratique, puisque j'ai lu hier dans la presse qu'en France, il y avait un préfet qui était chargé de repérer des logements pour les réfugiés. Voilà, ce préfet s'appelle Kléber Harou. Est-ce que nous, simples citoyens, on peut aider cet homme à trouver des logements? Comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Est-ce que quelqu'un a des informations à ce sujet-là? Alors, peut-être, là, il faut des éléments de... Sur les 18 ans, déjà, d'où sort ce chiffre, monsieur Rébé-Degas, du HCR? Alors, prenez un micro. Oui. Il sort des tiroirs du HCR, simplement, dans tous les documents qu'on produit, il y a eu l'énoncé de cette durée moyenne dont je n'ai pas la formule mathématique, mais entre l'historique d'une population qui traverse une frontière et la réalisation de solutions durables, notamment par rapport sous la forme de retour volontaire. Sur les politiques de développement, peut-être on va questionner l'AFD bien sûr, la Banque mondiale. Est-ce que vous aidez en priorité les pays les plus faciles à aider et qui remboursent le mieux? D'abord, sur les 18 ans, je crois que ça couvre en fait des situations très disparates. On a par exemple un stock de plusieurs millions de Palestiniens qui ont 60 ans d'exil, qui participent à une moyenne de 18 ans, qui ne veut pas dire que c'est un profil moyen. En fait, c'est des populations très distinctes. Sur le développement, d'abord, je crois que dans la migration, il y a un effet de push and pull, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a un effet d'attraction fort de nos pays, qui sont vus de l'extérieur comme riches et bien portants, même si tout le monde n'en est pas convaincu chez nous. Donc ça, je dirais, c'est mieux faire envie que pitié. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel les agences de développement ne peuvent pas grand-chose. Nous, ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est faire en sorte que le mécanisme push, c'est-à-dire le fait que les gens soient forcés de partir de chez eux, parce que... il y a des situations, notamment économiques, de trop grande précarité qui les obligent à partir ailleurs, soit réduites autant que possible. On a, comme j'expliquais, on a une boîte à outils en fait extrêmement large, avec des prêts, avec des dons, avec d'autres types de mécanismes. On essaye d'utiliser comme un mécano cette boîte à outils le mieux possible dans chaque situation. C'est clair qu'il y a des pays où il faut surtout des dons, mais même dans les pays pauvres, il y a des entreprises ou des éléments de la société qui peuvent fonctionner sur prêt. Et puis, dans les pays qui ont un peu plus de moyens, on travaille principalement sur prêt. Je dirais que la ressource budgétaire étant quand même un élément rare, on essaye à chaque fois de faire le maximum possible en utilisant le moins possible de ressources budgétaires pour pouvoir travailler le plus largement possible. Les besoins sont énormes. On est de toute façon contraint par la ressource budgétaire. Donc, on essaye d'avoir l'effet de levier maximum, comme on dit dans notre jargon, dans chacune de nos interventions. Après, il y a plein de situations où il faut du don. Et le don n'est pas toujours suffisant pour faire tout ce qu'on voudrait faire, mais on fait le mieux possible et évidemment, après, le Parlement est souverain dans ses choix budgétaires. Monsieur, juste à côté du représentant d'ATD. Ok, merci. C'est Lassina Bamba. Je suis le président de l'association Paix, Culture et Développement en Afrique. Ma question aura peut-être 3 volets. Déjà, M. François parlait d'une crise de gouvernance, ce qui cause nécessairement la crise migratoire que nous connaissons aujourd'hui, et aussi la durée des réfugiés de 18 ans, ce qui pose la question de la citoyenneté de ces réfugiés sur les zones qui sont occupées par ces réfugiés. Parce que le rapport
au pays d'origine d'un réfugié ou d'un migrant nécessite aussi de son niveau de citoyenneté lié à ce pays-là. Donc il va falloir aussi régler ce paramètre. Et le dernier élément, c'est de savoir quelle est la place des multinationales dans la gestion de cette crise migratoire, quand nous savons que ce que certaines multinationales font, notamment dans les zones africaines, je vais parler de la RDC, je vais parler du Niger et plein d'autres pays que nous pouvons citer. Dans toutes les formes de politique que nous menons, est-ce que les multinationales ont une place de choix dans ces dispositifs? Et pour terminer, effectivement, la diaspora a un lien économique avec son pays. Le dernier rapport de 2014 de la Banque mondiale disait que la diaspora africaine a envoyé plus de 16 milliards de dollars vers les pays d'origine et constituent aujourd'hui la 6e zone de l'Afrique, de l'Union africaine. Donc, effectivement, la diaspora africaine, notamment à des rapports avec le pays d'origine, c'est de savoir quels sont les mécanismes que les organismes de développement puissent mettre à la disposition de cette diaspora pour contribuer effectivement au développement des pays d'origine pour lutter contre l'immigration en guillemets clandestine. Merci. Merci. On peut prendre une dernière intervention et ensuite vous répondrez à certains éléments qui ont été évoqués. Et en même temps, il faudrait conclure. Madame, je vous en prie. Bonjour. Merci d'être le plus synthétique possible. Voilà, bonjour, moi je suis l'association des Mamans sans frontières. Donc nous sommes un peu inquiètes par le fait de voir nos enfants mourir dans les bateaux. Et donc c'est pour ça que je suis venue pour un peu m'exprimer. Donc j'aimerais savoir, d'après Xavier De Victor, à aider les gens à se bâtir ou à rester chez eux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider nos enfants, nos jeunes à rester chez eux pour ne pas venir se tuer dans les bateaux? Et est-ce qu'on peut attraper les gens qui font payer nos jeunes à venir se tuer? Les passeurs. Voilà. D'accord. Les passeurs. Très bien. Vous posez une question très concrète. Hein. Alors, pour résumer tout ce qui a été évoqué là, il y a eu des propositions, des questions autour des politiques de regroupement des flux financiers, de mobiliser des financements des collectivités locales. Il y a eu aussi des questions sur le plan Juncker, sur l'Europe et les pays d'accueil, et puis sur le rôle des multinationales, pourquoi pas aussi. Est-ce que les uns et les autres, vous souhaitez répondre à toutes ces réactions en rafale, très très rapidement, avant que nous ne concluions? Xavier De Victor, à la Banque mondiale, à Washington. Oui, peut-être deux ou trois réponses très rapides. D'abord, sur les 18 ans, c'est une statistique. Les données existent sur le HCR. C'est calculé sur le nombre de situations de déplacement durable qui représente 6,2 millions de personnes. Les données existent sur Internet. Si vous prenez un tableau Excel, c'est assez facile de retrouver la moyenne. Après, il faut voir effectivement ce qu'elle signifie. Et là encore, il y a une grosse différence entre les aspects protection et les aspects intégration socio-économique. Sur la question du développement pour enrayer les flux migratoires, je ne sais pas si ce que je vais dire est politiquement correct ou non, mais la réalité quand même, c'est que si vous regardez le PIB par tête et les flux migratoires, vous vous rendez compte que jusqu'à à peu près $7,000 par tête en PPP, bon, 7 000 c'est un chiffre cru, hein, c'est une fourchette un peu plus large, mais jusqu'à environ $7,000 par tête, plus de développement, plus de richesse veut dire plus de flux migratoires. Pour des raisons qu'on pourrait discuter si on avait le temps, et c'est seulement après un certain niveau de développement qu'effectivement plus d'enrichissement signifie moins de flux migratoires. Donc je crois que là encore, il faut distinguer les questions de migration économique pour lesquelles le développement des pays hôtes est nécessaire pour des raisons intrinsèques, mais ne va pas forcément être une solution aux migrations économiques, et puis les déplacements forcés sur lesquels effectivement les motivations sont un peu différentes. Quant à la question d'aider les gens à rester chez eux, moi je préférerais la tourner d'une manière un peu différente, pour revenir sur ce que disait Jean-François Corti, qui est plutôt essayer de faire en sorte que les mortalités où les indignités soient moindres, à la fois dans le passage et à l'arrivée, parce que je crois qu'il est assez clair. Mais ça, c'était pas la question de Madame. Oui, on est bien d'accord. La question de Madame, c'était comment finalement peser sur le projet de départ de migration. Oui, mais je crois que la réalité, c'est que lorsque vous regardez aujourd'hui les inégalités qui existent entre les différentes parties du monde, qui sont de plus en plus criantes, dans un monde globalisé dans lequel l'information est de plus en plus présente,
les migrations sont une méga-tendance, une méta-tendance pour le XXIe siècle. Et je crois que la question est surtout de savoir comment est-ce qu'on les gère de telle manière qu'elles soient effectivement un élément positif pour les pays d'origine, pour les pays d'accueil et pour les migrants eux-mêmes, plutôt que d'essayer de les bloquer, ce qui d'une part ne fonctionnera pas et d'autre part amène à des situations insoutenables comme celles qu'on voit à travers la Méditerranée ou à Calais.